Il y a 3-4 compétences qu'il est important d'avoir et après tu peux tout faire et tu peux tout réussir. Quelle est la dernière chose que tu as osé faire et qui te demandait justement beaucoup de courage? Faut pas avoir honte de revenir en arrière. Ouais. C'est la plus grosse connerie d'ego de se dire ce qui nous gouverne, c'est notre cerveau. La plupart du temps, tes limites, c'est tes propres limites mentales. Dès que tu vas faire quelque chose que les gens ne connaissent pas, le premier réflexe, c'est de dire t'es un sorcier. Tu fais un truc qui fait peur, t'as un truc qui est un danger. Et autorise-toi en fait, justement, à être ce sorcier qui va faire peur à ton entourage. Faire peur parce que ils ne comprendront pas et ils ne sauront pas ce que c'est. Teste tout en vrai. Teste tout par respect pour toutes les chances qui sont face à toi. Honore-les, teste-les. Le principe de la vie, normalement, c'est de pas savoir. On n'est jamais sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut être sûr. Et balaye ça par respect pour toi et la vie et les chances qui t'ont été données, surtout si t'es en France avec un passeport français. Fonce en fait. Bonjour Alex, comment tu vas? Bonjour Yann. Ouais, ça me fait plaisir de te voir enfin en vrai. C'est vrai. Ouais, t'es tout aussi beau en vrai que... Et toi, t'es la seule personne que je connais qui est plus beau et qui paraît plus jeune en vrai qu'en photo. C'est incroyable. Merci. Je te remercie. En plus, non, j'ai l'impression que t'as perdu un peu. Ouais, mais ça, c'est pas trop un compliment, ça, parce que je galère à prendre du poids, mais... Oh merde, avec tous tes muscles et tout, non, t'as perdu un peu. Pourtant, j'ai mis un juste au corps, tu vois, mais... Ouais, mais là, on voit pas bien sur le canapé. Mais... C'est vrai? Ouais, puis j'aurais dû mettre un t-shirt noir. Exact. Ouais, pour la vidéo. Je saurai pour la prochaine fois. Bon, Alex, je sais que t'aimes pas trop la répétition. C'est vrai. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter d'une manière originale dont tu n'as pas l'habitude? Ouais, je peux essayer. Tu veux que je me présente comment? Avec des mots-clés, avec des portraits chinois? Tu veux faire comment? D'une façon différente? Parce qu'il faut que tu te bosses un peu quand même, je vais pas tout faire pour toi. C'est vrai, tu crois? Bon, allez, comme si tu rencontrais une femme en soirée. Waouh! Ça m'arrive rarement, donc je sais Oui, pas trop comment faire. Comme ça te chauffe. Ouais, je vais m'entraîner du coup. Donc c'est quoi la question? C'est qui es-tu, c'est ça? Qui es-tu? Qui es-tu? Bonjour, tu t'appelles Alex? Ouais. Moi, c'est Samantha. Mais Alex, qui es-tu? Salut Samantha. Qui es-tu? Bah écoute, je suis quelqu'un qui a été, qui toute sa vie avait une seule mission en tête, c'était de créer sa propre liberté. Et ce qui fait que pour ça, bah, j'ai quitté mon boulot 9 to 5. Je suis parti faire un tour du monde. J'ai adoré ça. Donc j'en ai fait mon métier de voyager. Donc je suis devenu influenceur voyage. Puis au bout de 10 ans, même la meilleure des situations, la plus parfaite, si tu fais bien ton boulot d'évolution et de grandir intérieurement, spirituellement et en termes de connaissances, bah, t'as besoin d'autre chose. Donc bah, j'ai arrêté. Et depuis 4 ans, je suis entrepreneur, j'ai un business en ligne. Et j'aide les gens justement à créer du contenu, créer un personal brand, créer de la visibilité sur les réseaux sociaux pour donner à leur business la notoriété qu'ils méritent. Donc ce qui me permet aujourd'hui, vu que j'ai un business en ligne, de pouvoir être aujourd'hui en face de toi, Samantha, mais demain peut-être à Medellín pour retourner là où j'habitais l'année dernière, ou Bali, ou partir à Lisbonne, là où j'adore. Ah. Je suis conquise. Tu es conquise? Je suis conquise. Et toi, Samantha, qui es-tu? Ah, j'ai juste encore une petite question. Parce que pour vraiment être sûr, j'aime connaître l'adjectif qui correspond le mieux à la personne. Donc, quel serait ton adjectif? Un seul mot? Un seul mot. Libre. Libre. Alors, si on c'est un peu cliché, un peu, voilà. Feu follet. C'est une flamme, en fait, qui se détache du feu pour vivre un peu sa propre aventure et qui est imprévisible. C'est beau. Ça me fait encore... Je suis définitivement conquise, Alex. Ça se sent. Oui, T'es en main spread, là, donc ouais. Voilà, justement, c'est bien. Bon, merci beaucoup, Alex. Tu vois, finalement, c'est même en mode freestyle, c'était très bien. On voit que t'es rodé. Ouais. Et ça fait plaisir. Bon, tout d'abord, merci d'être là, de retour à Paris. Pour encore un petit moment ou pas? Bah, pour l'instant, j'ai pris une sous-loc de 3 mois. Ah! Bah, je me suis dit, ce serait con quand même de prendre un bail, des meubles, lâcher 10 000 balles, parce qu'en vrai, ça va vite à Paris, hein. Oui. Et te dire au bout de 3 mois, flemme. Donc, je suis en période test avec Paris pour voir si l'amour passager que j'ai eu en fin d'année, qui m'a fait venir ici plusieurs mois, bah, il se confirme. Magnifique. Bah, écoute, Alex, je suis content que tu sois là parce que vu que ce podcast s'appelle Ose et que le but, c'est justement que les gens osent faire des choses qui repoussent depuis longtemps ou osent penser différemment ou osent finalement lancer leur projet, partir voyager, etc. Et que toi, justement, tu as vécu tout ça et tu continues de le vivre et tu l'incarnes à 100%. J'ai plein de questions par rapport à ça. Vas-y, fonce. Super. Déjà, la première chose, j'aimerais un petit peu savoir, alors tu l'as brièvement expliqué dans ta petite intro là. Donc tu dis que tu as commencé avec un job, on dira lambda, 9 to 5, comme tu dis. Comment tu te sentais à ce moment-là déjà? Donc ça a duré 5 ans.
Du moment où j'ai fait mon premier jour de job jusqu'au moment où j'ai claqué ma dème et que je suis jamais retourné dans le salariat. Et au début, j'ai commencé au service clientèle, au SMIC. Donc je me dis, waouh, c'est vraiment nul le monde du travail. Puis après, très vite, j'ai vu une lueur, puisque vu que je parlais à tout le monde et que j'ai une promo interne au bout de 8 mois et je passe à la régie, je dis, waouh, là j'avais ma curiosité, je voyais des opportunités, je voyais ma vie qui pouvait changer. J'ai vu mes responsabilités qui ont changé, mon salaire qui a augmenté un petit peu, puis après un peu beaucoup, puis après beaucoup. Donc finalement, ça a été, au début, il y a eu une fierté aussi, tu sais, de se dire, je viens d'un milieu ouvrier, j'ai quasiment pas fait d'études, et tout à coup, par la volonté, le comportement et l'état d'esprit, j'arrive à grimper les échelons un peu classiques de façon rapide. Parce qu'à 25 ans, j'étais cadre, tu vois, je gagnais 3, 4, 5 000 balles par mois, alors que bon, j'avais démarré au SMIC. C'était un peu le schéma que j'avais en tête. Donc au début, ça a commencé vraiment par de la fierté. Et quand j'ai atteint ce plafond finalement assez rapidement, de ce palier du cadre qui gagne très bien sa vie, commence à avoir sa routine, ses habitudes, où il n'y a plus ce truc de tous les ans c'est un peu nouveau, allez, nouveau challenge. Je suis c'est quoi, c'est ça qui m'attend en vrai là. Après, c'est des gros paliers d'attente de passer directeur de la régie, après CEO peut-être d'une boîte, et là ça m'a pas fait bander là, tu vois. Et là je me suis dit, ce qu'on m'avait promis, qui était la recette du bien-être intérieur, c'en est certainement une, mais pas pour moi. Okay. Donc c'est là où j'ai senti, comme tu as dit tout à l'heure, je suis pas fait pour la répétition, et un boulot 9 to 5 où t'es pas toi impliqué en tant que c'est pas ta boîte, ça devient très répétitif. Donc là, mon cerveau, il a commencé à me dire, ouais, mec, flemme, c'est pas ouf ça pour nous. Donc là, on a commencé à se sentir, moi et mon cerveau, un peu en mode, mais c'est nul. Comment tu te sentais là? C'est quoi qui te faisait dire que... Vide. Vide, Je sentais okay. vide. Vide de sens. Il n'y avait pas de saveur, en fait. Tu vois, genre, moi, j'essaie de vivre ma vie avec panache, tu vois. Et il n'y avait plus de panache, il y avait genre... la personne avec qui j'étais à ce moment-là était une personne incroyablement, génialement douce. C'est une belle personne, mais c'est une personne aussi qui est maître de conf, qui était prof. Donc c'est pas ce qui me correspondait. Donc je me sentais vraiment en mode, je me sentais spectateur de ma vie, tu vois, genre tu sais, sous anesthésiant, tu vois. Et puis j'étais là en mode, c'est nul, c'est chiant. Tu sais, comme quand t'es invité à un événement ou à un anniversaire où on t'a traîné, tu dis putain, mais c'est pas tes potes, donc tu te fais vraiment chier. Et que t'as promis que tu restais jusqu'au bout, là j'ai l'impression que cet anniversaire durait depuis 1 an. Je suis en mode, mais putain, quand est-ce qu'on s'en va, quoi? Donc je me suis barré. C'est intéressant parce que, bon, ça, l'ayant vécu, je me projette à 100% là-dedans. Et j'ai quand même énormément de personnes dans mon entourage qui vivent encore ça actuellement et qui compensent du coup avec d'autres choses. Souvent, c'est les sorties ou c'est des achats compulsifs, etc. Ou la drogue. Ou la drogue, ouais, alors si on va encore plus loin, hein. Heureusement, j'en ai pas beaucoup dans mon entourage. Comment toi, t'as réussi, qu'est-ce qui a fait que t'as eu le déclic, puis tu t'es dit, bon, cette fois, ok, je sens que je suis spectateur, j'en ai marre, ça n'a pas de saveur, je me fais chier, parce que beaucoup l'ont depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu décides de partir? En fait, c'est pas... Ce qui est marrant, c'est toujours pareil, c'est le mec qui vend sa boîte des millions, c'est overnight success. Ça lui a pris 10 ans dans sa cave ou dans sa chambre d'ado pour développer le truc qui a fait qu'en une journée, il est millionnaire. Donc en fait, c'est un espèce de mal-être, un truc qui bouillonne en toi, qui devient en fait insoutenable. Donc c'est pas un déclic, c'est juste un vase qui se remplit avec la petite goutte d'eau tous les jours, et un jour, la goutte d'eau, elle fait déborder le vase, et tu dis, si tu te respectes un minimum, si tu t'aimes un minimum, et pourtant Dieu sait que je suis mon pire ennemi comme tout le monde, tu vois, que j'ai tendance à m'auto-flageller, me tirer vers le bas, comme tout le monde, tu vois. Mais il y a un moment, en fait, ça bourdonne tellement dans ton cœur, tes tripes et tes oreilles, qu'il y a un moment, tu te dis, soit je suis vraiment nul, et en fait je vais passer ma vie à pas m'écouter, à me mentir et vivre la vie d'un autre, soit à un moment j'ai un minimum de courage, ce qui en vrai n'est pas du courage, et juste c'est mathématique, tu peux partir, tu vois. Genre, surtout plus ça va, plus je le vois comme en fait c'est utiliser les chances au maximum de ce qu'elles t'ont été données comme une forme de respect pour toi, mais pour tous les gens qui n'ont pas ta chance en fait. En ce moment on le voit, il y a des gens qui se prennent des bombes sur la gueule. Ils peuvent pas en fait se dire je démissionne ou pas, je lance ma boîte, je pars en tour du monde. Non, ils veulent juste essayer de pas mourir en fait. Donc toi en fait qui te lèves, ou que t'as du mal à te lever, ou que tu dis putain je change de boîte pour avoir une augmentation, ou je pars pour une boîte qui me fait plus de sens, ou je lance mon activité, mais en fait teste tout en vrai.
Teste tout par respect pour toutes les chances qui sont face à toi. Honore-les, teste-les. Le principe de la vie, normalement, c'est de pas savoir. On n'est jamais sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut être sûr. Mais balaye ça. Et par respect pour toi et la vie et les chances qui t'ont été données, surtout si t'es en France avec un passeport français, fonce en fait. Donc il y a eu toute cette forme-là en fait de se dire merde quoi, surtout que je suis un mec gueule normale de moins de 30 ans blanc en France. Enfin je veux dire, si moi je prends pas de risque, c'est une insulte à tous ceux qui n'ont pas ma chance, tu vois. Remis dans le contexte, là t'avais quel âge? J'avais 27. 27 ans. Ok, donc t'étais posé, t'avais quand même t'avais une vie entre guillemets parfaite objectivement si on regardait par rapport à peut-être au filtre aux standards, voilà, bien sûr, de ce que nos parents pourraient souhaiter à leur enfant. Bien sûr, bien sûr. Et là, du coup, Alex il est parti voyager, c'est ça? Et puis après, raconte-nous un petit peu cette transition, parce que c'est souvent typiquement aussi, pareil, moi, j'en pouvais plus, je suis parti voyager, ça a été aussi très révélateur chez moi, et ça l'est toujours, le voyage. Toi, ce qui est génial, c'est que tu as réussi à en faire un métier. Comment tu as pu un petit peu cette transition-là? L'important, c'est pas de savoir si j'en ai fait un métier ou pas, en fait. L'important, c'est pas de savoir. En fait, quand je me suis lancé, l'important, c'était pas de savoir si j'allais réussir. L'important, c'était de tenter. Tu vois, je me souviens une fois, j'étais sur une montagne au Kyrgyzstan, j'étais à cheval avec 2 Kirghizes. On était en trek depuis une semaine au milieu des montagnes, tu vois. Et il y avait 2 Kirghizes. Et nos guides, c'était 2 gars un de 50 et un de 60 ans. Donc des vrais Kirghizes, tu vois, genre des mecs, leur peau. C'est les pots, tu sais, c'est les canapés en Chesterfield, tu vois le gars. Ses mains, c'est un vérin à grenaille, tu vois ce que je veux dire, les mecs, c'est des enclumes, mais gentils comme tout. Et en fait, il y a un sport là-bas au Kyrgyzstan, c'est la lutte à cheval. Donc tu luttes, tu dois faire tomber l'autre, mais t'es sur ton cheval. Donc c'est une dextérité entre comment t'empoignes l'autre, mais plus la dextérité avec ton cheval. Et je chauffais, tu vois. Mon guide depuis pas mal de gens, ouais, faudrait qu'on teste et tout, là. Et lui, il me chauffait et plus ça allait, plus je me dis, en vrai, plus je m'apercevais que j'avais fucking 0 chance. Technique, physique, il y a rien, tu vois, qui peut me faire gagner. Et en fait, à un moment, je dis, vas-y, viens, on le fait. Je me suis dit, je tente ma chance, en fait. Et je me suis dit, évidemment, t'as aucune chance, alors saisis-la, on le fait, on commence à s'empoigner, donc tu démarres empoigné et t'y vas. Et c'est toi qui dois gérer ton cheval, mettre un coup, parce que si tu mets un coup mais que lui te tient plus fort, c'est toi qui t'enlèves dans ton cheval. Et il y a un moment, on est là, j'arrive à le désarçonner un petit peu, et je vois son pote qui dit « Oh !» Et moi je me chauffe, donc et je m'aperçois, putain, je vais gagner, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, tu sais, il me regarde. Et tu sais, c'est vraiment le regard, tu sais, comme quand tu y as ton petit cousin de 10 ans, et qui te dit « Viens, on fait un bras de fer !» Tu le regardes avec amour en disant « Il y a aucune chance que tu puisses gagner. » Mais il y a de l'amour là-dedans. Et il y a un moment, tu le laisses un petit peu gagner et à la fin, tu le plies. Bah là, c'était ça en fait. Il me regarde et à un moment, il a dit bon, on finit de jouer. Et il va pour me désarçonner. Et en fait, ce moment-là, c'est de faire comprendre que quand tu tentes ta chance, ce que tu as le mieux à gagner, c'est pas forcément la victoire, c'est le respect que tu vas gagner derrière et toute la leçon que tu gagnes derrière. Ouais. Et moi, ce que j'ai gagné à ce moment-là, c'est que j'ai perdu. Mais j'ai gagné son respect de m'être mesuré, d'avoir osé potentiellement me ramasser la gueule par terre et de paraître ridicule. Et donc, quand j'ai voulu me lancer en tant qu'influenceur voyage, ce que j'ai gagné, c'est de la confiance en moi. C'est aussi un certain respect aussi des gens. C'est surtout de me dire, je vais m'honorer, je vais tenter ma chance. Et rien que là, j'ai gagné en fait. Parce que si tu passes le palier le plus important, qui est le premier pas, le tenter ta chance, ce qui est le plus dur, te détacher de toutes tes peurs et juste tu tentes, t'as fait déjà 90% du chemin. Le reste, c'est juste, je lâche pas l'affaire. Et comment j'ai fait? Bah, c'est juste ça. Je suis monté sur mon cheval et je dis viens, on fait la lutte à cheval et je lâcherai pas l'affaire. C'est comme ça que je suis devenu influenceur voyage. Très belle métaphore. Et là, du coup, donc ça, t'as vécu un petit peu, t'as vécu de ça 10 ans, c'est juste, plus ou moins? Ouais. Moi, j'ai commencé à connaître Alex Vizot quand je travaillais dans le tourisme. On me disait, ah putain, ce mec, t'as la même grande gueule que lui. Je dis non. Un level en moins, quand même. Un level en moins, bien évidemment. On est très neutre en Suisse, encore une fois, je le répète. Exactement. Et du coup, j'ai regardé tes vidéos, je dis, j'aime bien son énergie, c'est fun, il est drôle. Et c'est vrai qu'en fait, t'as lancé ta vidéo, je me rappelle, là, quand t'étais, je sais pas où t'étais, en fait, où t'étais dans un champ, là, où t'as annoncé comme quoi tu quittais ton métier de rêve. J'étais derrière chez WAM. Ouais, c'est ok. Et c'était en même temps que moi, je quittais le tourisme. Je dis, intéressant, je suis hyper curieux de savoir vers où il va partir. Je me doutais que c'était un petit peu dans tout ce qui touche l'infoprenariat. Et du coup, la petite anecdote, c'est comme ça que je t'ai connu après, plus personnellement, c'est à travers ta formation Brand Leo Impact, qui a eu un fort impact sur moi, qui était
justement, qui a appris, en fait, je m'attendais à avoir un petit peu des techniques sur comment se vendre sur les réseaux sociaux. Et finalement, ce qui a été le plus touchant pour moi et le plus, on dirait, transformateur, c'était toute la partie introspection, dont tu aimais être là-dedans, si je puis dire. Et j'aimerais savoir, justement, pour toi, ce travail d'introspection, est-ce que tu l'avais déjà fait inconsciemment à l'époque, quand tu étais Régipub, c'est ça ? Ouais. Ou non, ou c'est venu par après? Comment ça se passe un petit peu pour toi comment tu passes au mode d'introspection? Est-ce que tous les jours, tu es en train de te poser des questions? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime pas? Ou en fait, c'est plutôt des phases dans la vie où tu dis, putain, là, je me sens plus aligné, ok, je prends un mois et je me recentre. Ça, pour le coup, l'introspection, c'est aussi grâce au voyage que ça me l'a apporté. Et tu vois, justement, il y a un moment dans mon voyage, et mon premier grand voyage qui était le tour du monde, où je suis dans un trek en Papouasie, c'était parti pour 12 jours. Vallée du Baliem. Donc il pleut tout le temps, tu glisses tout le temps, il n'y a pas de chemin, t'es avec des papous qui sont pieds nus et qui marchent à 27 km/h, tu sais pas comment ils font, ça monte, ça descend, toi t'es toujours en train de te rattraper et tout. Et au début je faisais le malin, je fais ça va et tout, mais attends le 4e jour, souvent c'est là que ça te sèche. Ça m'a séché, je commence à pas être bien, je commence à avoir des courbatures, et du coup t'es trempé tout le temps. Donc tu sais, le matin, quand tu remets tes pompes qui sont trempées, avec tes chaussettes trempées, parce que t'as eu de l'eau de toute façon jusqu'aux chevilles tout le temps, là tu commences à sombrer, tu vois. Tu sombres. Et en fait, plus ça allait, plus je me dis, mais putain, mais on est qu'au 6e jour. Il reste tout. On a fait la moitié. J'ai envie de rentrer. Pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment, en fait, envie d'être dans un bain chaud, de pas être là où j'étais. Vraiment. Alors que je l'avais décidé. Et je suis au fond du seau. Je suis en mode zombie. J'avais un peu la courante. J'avais des courbatures partout. J'avais mal dormi. On a dormi dans une case avec des puces et j'ai pas papous. Bref. Et je glisse une fois de plus. Et là, j'essaie de me rattraper. Mais tu sais, il y a des hautes herbes. Et là, je glisse et en fait, je m'enfonce et boum, ma main tape un caillou, tu vois. Et là, ça met comme un espèce de décharge, point d'acupuncture, appelle-le comme tu veux. Et c'est comme si la vie m'a mis une grande claque dans ma gueule, tu vois. Et c'est comme si là, vraiment, ça m'avait enlevé tout le brouillard que j'avais depuis 2 jours. Un électrochoc, mes pensées se réalignent, tout se remet en place. Ça me remet, genre, le but de pourquoi j'étais là, c'était me découvrir moi, aller au bout de mes capacités physiques, mentales. Et en fait, on arrive le soir, je dors bien, je fais une bonne nuit, le lendemain, plus de problèmes intestinaux, rien, et je finis comme une fleur les derniers jours. Et c'est là, en fait, où ça m'a appris que ce qui nous gouverne, c'est notre cerveau. La plupart du temps, tes limites, c'est tes propres limites mentales. 90% du temps. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, en fait, j'ai commencé à me pencher sur, ok, quelles sont mes barrières mentales ? Quelle est la vision que j'ai de moi-même ? Quelles sont les limites que je me mets à moi-même ? Du coup, où est-ce que j'ai envie de repousser ces limites ? Qui j'ai envie de devenir ? Et à partir de là, je suis rentré dans un process d'introspection qui m'a beaucoup épanoui. Et finalement, ça a été quoi ? Ça a été me poser ces questions simples. Qui je suis ? Qui j'ai envie de devenir ? C'est quoi la personne que j'ai envie de devenir ? Parce qu'en fonction de la personne que tu veux devenir, ça va te permettre de choisir tous ces fameux projets qui sont en permanence en face de toi et que tu as la FOMO tout le temps, tu sais pas lequel choisir. Il y a que des projets chambés. Mais lequel va nourrir ta vision ? Lequel va nourrir tes valeurs. Les valeurs, c'est quoi mes valeurs ? Être gentil, truc, je veux être riche, je veux être gentil, je veux que la monde... Tu vois ? Ok, là, tu les poses. Donc, c'est finalement avoir été dans un contexte où, encore une fois, tu es en action. Et l'action, à un moment donné, te fait réaliser des choses. Et si t'es pas trop con, cette chose-là, tu vas l'ancrer en toi. Et tu vas aller l'exploiter, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé, finalement. Et après... L'introspection, c'est quelque chose d'infini. Donc, c'est à toi de le doser parce que tu peux te perdre aussi dans de l'introspection. Il y a un moment, il faut juste vivre. Il faut aussi, profiter de la récolte ou des réponses que tu as obtenues. Plutôt que tu ailles toujours plus loin, c'est intéressant, mais faut pas que ce soit une perte, faut pas que ce soit une errance. Il y a une différence entre la liberté et l'errance. Ouais. Et ça peut être un grave danger, tu vois, de se dire, je vais être tellement libre, je veux tellement me connaître qu'en fait, tu finis par te perdre et errer. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup vu en voyage, des gens qui étaient là. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis tranquille sur la plage, je suis content de moi, je fais la fête, je suis bien, je prends mon temps. Tu veux faire quoi ? Tu vas aller où ? Je sais pas. Pas savoir, c'est pas grave. Pas savoir pour essayer de comprendre, ça c'est intéressant. Pas savoir et rester dans le pas savoir, ça peut être dangereux. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il y a quelque chose que tu as dit qui est super intéressant, c'est en fait te mettre en mouvement finalement. Parce que là, typiquement, j'en ai rencontré aussi des tonnes, des personnes qui étaient là en mode flaque de pu, comme j'appelais. C'est-à-dire l'enfer. Elle est belle à l'image, hein. Dégueulasse. Elle est dégueulasse. Non, elle est dégueulasse. Ouais. Mais tu dis, en fait, ok, qu'est-ce que tu te souhaites ? Qu'est-ce que tu cherches ? Pourquoi t'es là ? Et
Et finalement, je croisais de plus en plus lorsque je voyageais. Je me suis dit, putain, merde, j'ai pas envie de finir comme ça, moi. Enfin, dans le sens où, est-ce qu'ils ont l'air plus heureux que moi? Je crois pas. Est-ce qu'ils sont plus heureux que quelqu'un qui travaille comme un taré? Je suis même pas heureux. Enfin, je suis même pas sûr non plus. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu l'as dit, c'est l'action. C'est, ok, tu te poses des questions. Au final, tu mets en pratique et tu testes. Exact. Et pas avoir peur. Et pas avoir peur, ouais. Mais les peurs, ouais, c'est vraiment. Et ça, c'est un petit peu vers où j'ai envie de m'orienter aujourd'hui. C'est parler un peu à toutes ces personnes qui. Oui, mais moi, c'est différent. Tu sais. Oui, mais moi, j'ai une maison que j'ai achetée, que je dois rembourser. Oui, mais moi, j'ai des enfants. Oui, mais maintenant, j'ai gradé dans mon job. Je peux pas partir. Est-ce qu'il y a encore beaucoup des personnes qui. Bon, j'imagine que c'est pas forcément les personnes tu as posé une question de merde? Ouais, vas-y, quand même. Ouais, bien sûr. Non, mais comment tu. Ok, on discute ensemble. Je suis Samantha. Tu me racontes. Waouh! Tu me racontes ta vie. Ce soir, ça va être ma soirée. Ça va être ta soirée, mon petit Alex. Et je te dis, ok, bah toi c'est bien, mais tu vois, t'es parti, t'avais 27 ans, c'était simple, machin. Moi j'ai 2 enfants, j'ai mon mari, et puis on a une maison, donc bah, j'aimerais bien pouvoir faire un métier que j'aime, mais malheureusement je peux pas, quoi. Qu'est-ce que tu répondrais à Samantha qui te dit ça? Comment tu pourrais en fait la driver pour lui faire comprendre que c'est des peurs et des croyances limitantes? En fait, il y a quelque chose dont je peux pas non plus parler puisque par exemple j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille, etc. Donc c'est un cas particulier où il faut faire très attention, mais c'est aussi très intéressant. C'est de comprendre que le succès, c'est aussi une recette en fait. Le succès, c'est pas juste je me jette dans le vide. C'est oui, je dois enclencher à un moment un saut dans le vide. Mais avant, un base jumper, tu le vois, il saute dans le vide. Le gars, il a repéré, il a calculé le vent, il a repéré la prise d'élan, il a regardé un petit peu tu vois, il a fait peut-être un saut avant en parachute avant de faire un saut de base jump. Donc c'est calculé. Après, ça peut toujours mal tourner. On le sait, c'est ultra dangereux. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat ou vivre de quelque chose qui te passionne. Mais sans risque, il n'y a pas de grande récompense. Et c'est ça qui est formidable. Donc, est-ce que tu veux avoir une vie tranquille, avec des petites récompenses, et c'est magnifique, et ça va à la plupart des gens, et tant mieux d'ailleurs, ou est-ce que tu veux autre chose? Si tu veux autre chose, bah, sois le base jumper qui justement se dit je veux sauter du haut de cette montagne. Et le haut de comment? C'est quoi le temps de chute? Du coup, si toi t'es une mère avec 2 enfants, c'est ok, j'ai quoi comme temps de libre aujourd'hui? Comment je peux m'en dégager plus? Comment je peux peut-être, avec l'argent que j'ai à ma disposition, trouver plus de temps libre? Peut-être avec, je sais pas, une femme de ménage, je peux pas faire le ménage. Ou peut-être garder un peu plus les enfants. Ou peut-être demander à mon mari sur une certaine période de moi, les garder un peu plus pour me dégager du temps. L'argent que j'ai, encore une fois, comment je peux investir petit à petit dans un side project, tu vois? Voir si ce side project, il me plaît pendant que je suis fatigué le soir avec toutes mes tâches ménagères. Parce que de toute façon, même quand tu seras entrepreneur à plein temps, tu seras fatigué et il faudra taffer sur ton business parce que tu es toujours fatigué avec des longues heures entrepreneur. Donc c'est un super test. Et si tu vois que ça te plaît, tu vois qu'il y a des choses à faire, tu vois que ça te plaît et que ça peut prendre, et que tu vois que tu t'es assuré d'une certaine stratégie qui n'y a jamais rien de sûr, c'est là où tu vas y aller. Faut pas y aller bêtement en fait. Et je pense que là, les gens, ils se disent 0 à 4000 mètres d'altitude, voilà, je suis un satellite qui télétransporte dans l'espace. Non, en fait, il y a tout le décollage et on sait à quel point faire décoller une fusée dans l'espace, c'est risqué. Il y a des milliers de mecs qui bossent dessus, mais tu sais jamais, ça peut péter. Et en fait, c'est de te dire, tu mets toutes les chances de ton côté, mais vraiment, il faut que tu appuies sur le bouton et que tu te lances. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait sans réfléchir. Tu le fais quand tu as 20 ans. Tu t'en fous, tu rentres chez les parents, tu reprends un boulot de merde, etc. Quand tu as 2 enfants et que tu es une femme, ou que tu es un homme d'ailleurs, ou que tu es potentiellement plus célibataire, faut faire les choses avec une stratégie qui va te mettre un maximum de chances de ton côté. Et tu fais des périodes test. Et ces périodes test deviennent potentiellement ta période normale. C'est comme ça que je lui dirais. Et il me dit, ouais, mais c'est compliqué, ouais, mais... En fait, évidemment que c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre une vie où toute ta vie t'es frustré et que t'arrives à la fin de ta vie, t'as l'impression que t'as pas vécu ou pas de la bonne façon? Très bien. C'est aussi un chemin. À ce moment-là, ne rêve pas d'autre chose. Accepte que c'est ça que tu veux. Ou est-ce qu'à un moment, tu veux quelque chose qui t'épanouisse, que tes enfants, peut-être qu'ils te verront un peu moins au début, mais ils verront une maman plus heureuse, peut-être aussi. Et qu'un mari qui sera plus fier de sa femme, qui justement s'épanouit, etc. Et de prendre ce risque et de se dire, peut-être tu vas te foirer, c'est pas fait pour toi, mais quand tu reviens à ta vie d'avant, t'es sereine. Parce que t'as essayé, t'as pas de regrets. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Ouais, et je pense qu'il y a aussi un point qu'on oublie, c'est qu'en fait, on a le sentiment que si on merde, on repart à 0. Mais de toute manière, on repart jamais en fait à 0.
Bien sûr. C'est-à-dire que tout ce que tu as acquis sur le chemin, c'est pas perdu. Tu vas pouvoir le réutiliser dans d'autres choses. Et c'est ça qui est, je trouve, entre guillemets, triste parce que, pour moi, il y a deux choses qui sont tristes. La première, c'est quand tu l'annonces comme ça, déjà, en fait, ça peut faire peur. J'ai beaucoup de choses à faire. Et en parallèle de ça, quand tu vas sur les réseaux sociaux, on te vend une promesse qu'en 30 jours, tu peux passer de 0 à 10 000 balles par mois. 0 à 10 000 balles par mois. Et pour moi, il y a vraiment... C'est un petit peu ce qui est compliqué de nos jours, c'est que si tu te sens un petit peu plus aligné avec ce que tu fais, tu sens du vide, tu sens un manque de sens, puis que voilà, tu as envie de créer ton business et tout ça, et que tu vois en parallèle, on te vend le message, ok, en 30 jours, tu vas avoir 10K par mois, et que potentiellement tu te lances, mais dans la majeure partie du temps, 90% du temps, 90% du temps, ça se passe pas en 30 jours. Et c'est ça qui... Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça, justement, de tous ces messages que... C'est la raison pour laquelle j'étais venu aussi à Brandon Rabac, c'est qu'il n'y a pas de promesse dans le sens... Alors, bien évidemment, ça fait vendre et c'est pour ça qu'on en parle, mais tu restes humble dans ce que tu dis et tu te fais pas de fausses promesses. Je suis pas vendeur de rêve. Ouais, tu n'es pas vendeur de rêve dans le sens... tu viens à ma formation, dans un mois, tu es riche et tu seras épanoui, tes enfants tu seront seras fiers de toi. célèbre et tout le monde te verra sur les réseaux. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux y arriver, il va falloir mettre un certain nombre d'efforts. Ça, c'est sûr. Toutes les promesses, c'est sûr que il y a un moment donné, ça commence à se détecter, tu vois. Par contre, là où clairement je peux être d'accord avec peut-être certaines formations, et je ne sais pas, je les ai pas toutes faites, mais c'est ce qu'il y a, c'est que tu vois, moi quand j'ai démarré, j'ai voulu me lancer pour être juste influenceur, il y avait une compétence que j'avais pas qui fait que cette compétence, toutes les autres viennent en fait. Et je pense qu'il y a dans la vie, il y a 3-4 compétences qu'il est important d'avoir et après tu peux tout faire et tu peux tout réussir. Et la première, c'est savoir apprendre. Je ne savais pas apprendre. Je faisais tout par empirisme, c'est-à-dire par moi-même. Juste je fais et j'espère trouver. Sauf que c'est le pire moyen de le faire. Le meilleur moyen, c'est par mastering, c'est-à-dire ça ne viendrait pas à l'esprit tu veux faire du jiu-jitsu ou de la boxe et d'apprendre tout seul chez toi. Tu vas aller voir un prof de boxe ou de jiu-jitsu qui va te montrer comment faire. Oui. Dans le business, c'est pareil. Surtout aujourd'hui, il n'y a jamais autant de profusion et d'accessibilité en termes de prix, de temps concentré pour avoir accès à l'information. Enfin, je veux dire, quand tu payes une formation, même 3000 balles, qu'est-ce que c'est? Sachant que pour 3000 balles en un mois, tu vas absorber comment, savoir bien vendre, savoir te vendre, comment closer un client, comment créer un produit, comment investir dans l'immobilier, tout ça, comment maigrir, versus avant où tu faisais je fais un master pendant 2 ans, c'est 10 000 balles l'année, et en plus du coup pendant 10 000 balles l'année, t'as toutes tes charges de logement, tu vois. Donc il y a un truc qu'il faut apprendre, c'est apprendre à apprendre, et surtout être ok avec le fait de je vais apprendre. Et du coup, j'investis sur moi pour apprendre. Et plus tu vas te mettre dans une démarche d'apprentissage rapide, plus tu vas apprendre à apprendre et tu vas être guidé par quelqu'un. Et ça, mais imagine, tu prends la connaissance de quelqu'un, il a 10 ans d'avance sur toi, il te le file pour 3000 balles en un mois de vidéo. Mais gars, t'imagines combien ça vaut? Ça vaut 100 fois plus en vrai. Mais les gens, ils en ont pas conscience. Et une fois que tu as cette connaissance-là, tu le stacks avec un autre truc. Et t'empiles. Et pour moi, si justement, t'apprends à apprendre, t'apprends à vendre, t'apprends à raconter des histoires, t'apprends la prise de parole en public et t'apprends en gros la psychologie humaine qui vient lier la vente et le storytelling, mais tu fais ce que tu veux en vrai. Parce que dans la vie, c'est toujours j'ai besoin de quelque chose, je dois l'apprendre. Donc si tu sais apprendre rapidement, t'es un boss. Dans la vie, c'est toujours convaincre quelqu'un d'autre. Que ce soit ta femme d'aller un week-end, parce que dans une destinée à la base, elle n'a pas envie, que ce soit pour décrocher un poste, que ce soit pour vendre un produit. Donc si tu sais faire ça, t'es tranquille. Et dans la vie, tout est question d'histoire. Les films sont des histoires, les séries sont des histoires, les soirées entre potes sont des histoires. Donc, et c'est ça qui captive les gens depuis qu'on est des hommes de Cro-Magnon. Donc si tu arrives à avoir ces 3 choses-là, et que tu te dis en plus qu'au lieu de me faire chier à le trouver tout seul, parce qu'il y a des gens qui le masterisent déjà, je vais acheter ces livres, ces formations, ces masterminds, tu peux aller ultra vite. Bien sûr. Tu peux aller ultra vite. Je dis pas que c'est 10 000 balles en 30 jours, mais en fait, il y a une compression de l'apprentissage en ce moment qui est phénoménale. Et si tu rajoutes le layer par-dessus d'avoir des super assistants d'intelligence artificielle qui sont en train d'arriver, tu peux aller très très vite. Mais je pense que la base, elle est vraiment de se dire, je suis ok pour
vouloir apprendre à apprendre. Je suis OK de dépenser de l'argent pour peut-être que des formations soient pas bonnes et que j'accomplisse pas moi l'objectif, parce que souvent ça va être aussi ma faute. Bien sûr. Parce que 80% des gens qui achètent Des des connaissances, que ce soit même des livres, un livre ou une formation en ligne, ne la finissent pas. Ou n'applique pas, quoi. Ou n'appliquent pas. Enfin, encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un moment, quand tu reprends ta responsabilité et que tu acceptes de perdre de l'argent pour t'améliorer, c'est fantastique les progrès que tu peux faire. Tu vois, typiquement, moi j'ai une pote, j'ai un énorme défaut. Je sais qu'il faut prendre des coachs pour aller encore plus vite. C'est encore plus fort que des formations, mais ça coûte plus cher. Ouais. Sauf que mon ego dit, ce coach il est bien, il aime bien là, mais ce truc là, je le trouve pas ouf, je le prends pas, et je voyais toujours le truc qui manquait, versus me dire, voilà. Et j'ai une pote qui, elle, est très forte pour investir sur elle. Et elle me dit, mais tu sais, Alex, quand tu mets 10 000 balles dans une formation, un coaching ou un accompagnement, quand tu atteins un certain niveau, tu es comme les athlètes de haut niveau. Tu vas chercher le pourcentage qui fera la diff. Tu sais, l'athlète, il va chercher la crème, les crampons, tu vois, le coussin qui va les faire mieux dormir la nuit. Le coach, tu sais, la fraction de seconde qui fera la diff par rapport aux autres. Mais il dit, quand tu atteins un certain niveau en entrepreneuriat ou n'importe quelle thématique, tu vas payer 10 000 balles à un mec pour qu'il dise 90% des choses que tu connais déjà, mais peut-être que c'est 10% en plus que tu savais pas. C'est ça que tu vas chercher. Et tu acceptes de payer 10 000 balles pour 10%. C'est ça la diff. Et quand tu es dans cette démarche-là, tu peux que gagner. Clairement, ouais. Et puis, enfin, quand tu disais même investir, au final, comme tu l'as dit aussi, t'as pas forcément au début besoin de sortir 3 000 balles. Tu peux acheter un livre à 30 balles qui va t'offrir déjà énormément de connaissances. Après, encore une fois, c'est mettre en pratique ce que tu apprends et ce que tu lis. Parce que rester dans la théorie, ça sert à rien. Exactement. Et moi, j'étais plutôt dans l'inverse. Tu vois, il y a ceux qui veulent pas sortir d'argent. Moi, j'étais en mode acheteur compulsif de formation. Mais toi, t'es le genre de mec qui se dit, en achetant la formation, j'intègre le savoir. Et du coup, j'ai pas besoin de suivre la formation. Non, pas du tout. Ah, tu les suivais? Non, je les suis. Ah, ok, super. Non, je les suis. Mais en fait, le problème, c'est que je suis hyper curieux de nature. Donc, Très grande qualité. Donc, tout m'intéresse. Tiens, mais même, j'avais acheté une formation de l'immobilier parce que j'adore l'immobilier. Mais au final, je me suis dit, bon, est-ce que c'est réellement ça que j'ai envie de faire maintenant? Est-ce que c'est ma priorité numéro 1? Et pour moi, c'était compliqué, justement, de me dire, ok, Yann, canalise-toi. Parce que c'était un gros. Je m'éparpillais. Je dépensais quand même pas mal de thunes là-dedans. Et au final. T'es suisse, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. L'argent, ça dégage. Viens vivre en Suisse, tu rigoleras moins. On en discutait avant. Je viens pas pour ça, moi, c'est sûr. Ouais. Trop de charge. Trop de charge, clairement. Mais ça, des fois, c'est le risque aussi. Parce que je vois un petit peu 3 types de personnes. T'as, un peu comme moi, où t'as plein de choses qui t'intéressent, t'es curieux, puis tu papillonnes, tu vas un petit peu partout. T'as la personne qui va dire, j'ai pas de passion, je me fais chier, chose que pour moi, je suis convaincu que tout le monde peut trouver à des passions. Il suffit juste de tester et de s'autoriser. Et de s'autoriser, exactement. Et puis, t'as les 3e personnes qui, par contre, elles, sont hyper claires, carrées. Tac, moi, je vais là-dedans et ça avance. Et du coup, ça va beaucoup plus vite parce que c'est un objectif. Je ne m'éparpille pas. Et j'ai l'impression, toi, typiquement, tu ferais partie. Toi, j'imagine que t'as pas de passion, évidemment. Ça se voit quand même en toi que t'es. Tu vois, je suis pas un mec passionné, quoi. Non, ça se voit vraiment. Tranquille. C'est intéressant ce que tu as dit par rapport à la passion. Ne s'autorise pas. J'ai jamais amené comme ça. Comment tu l'amènerais, toi? Quelqu'un qui dit je n'ai pas de passion? Je pense que quelqu'un qui a pas de passion, c'est quelqu'un qui s'autorise pas déjà à se dire, à prendre du temps à réfléchir pour lui-même. Qui s'autorise pas à se dire, si je fais ça, est-ce que j'ai du temps? Est-ce que du coup, il va falloir que je dise non à d'autres trucs et ça va faire chier peut-être ma femme, mes enfants, mes potes, etc. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et je pense que dans la vie, faut s'autoriser à être des sorciers, tu vois. Parce qu'une fois, tu vois, j'étais en mission humanitaire au Congo et en fait, on faisait aussi un film par rapport à ce projet humanitaire. Et il y a mon pote Loris, tu vois, qui était le filmmaker, qui commence à faire décoller le drone. Mais avant de faire décoller le drone, il fallait le calibrer. Et pour le calibrer, des fois, il y a une petite danse à faire. Tu vois, tu le fais tourner sur lui-même, tu tournes sur toi-même, tu le fais bouger, etc. Et là, et pourtant, c'était tôt le matin. Parce qu'on voulait pas se faire choper, justement, parce que, autant dire, les autorités, ils te voient et tu es dans une prison et là, c'est compliqué, tu vois. Donc là, évidemment, même à 5h du mat', il y a des gens au Congo, tu vois, ils font leur truc. Il y a quelqu'un qui nous voit et il nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là et tout Mais en fait, vous faites la sorcellerie et tout. Et en fait, c'est normal qu'ils pensent ça. Parce que dès que tu vas faire quelque chose que les gens ne connaissent pas, le premier réflexe, c'est de dire que t'es un sorcier. Tu fais un truc qui fait peur, t'as un truc qui est un danger. Et autorise-toi, en fait, justement, à être ce sorcier qui va faire peur à ton entourage. Faire peur parce que ils ne comprendront pas et ils ne sauront pas ce que c'est. Mais que quand
il y a un moment donné, tu t'autorises à être ce sorcier. Bah nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait décoller le drone, on a fait des images de ouf, on l'a plié, on s'est carapaté, on a traversé la frontière, juste après on est passé au Burundi, et on était trop fiers. Et on a ramené des images, ça nous a fait marrer, et c'est ça qui est beau en fait. Et je pense que les gens, en fait, c'est ça. Ils s'autorisent pas à se dire, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et prendre le temps de ça. Et de se dire, c'est ok en fait de faire un truc, c'est même pas égoïste, c'est juste, je fais ce qu'on me dit dans l'avion. S'il y a une dépressurisation, je mets le masque à oxygène sur moi avant d'aider même mon gamin ou à côté, parce que si moi je perds connaissance, je peux plus aider personne. Et je pense que c'est ça dans la vie. Il faut d'abord se mettre son propre masque, s'autoriser à se faire kiffer, à s'écouter et à nourrir une passion. Ouais, clairement. C'est beau ce que tu dis. Non, c'est vrai. Ce qui des fois, enfin, je remarque l'entourage, à quel point l'entourage peut être un accélérateur, ou à l'inverse, t'as l'impression que c'est un gros boulet, comme tu l'as dit, dans le sens où dès le moment où ils comprennent pas, et c'est la raison pour laquelle en fait je lance aussi ce podcast, c'est pour tes proches. C'est pour mes proches, mais c'est aussi pour moi, dans le sens où c'est l'opportunité pour moi d'aller voir des personnes qui font ou qui ont fait ce que je rêverais de faire, où je me projette. Et en fait, quand ton entourage, finalement, ce que tu as envie de faire chez eux, c'est normal. Toutes tes croyances commencent à se péter la gueule. Un exemple assez marrant, c'était lorsque j'étais à Los Angeles. You know, I was modeling there. C'est vrai? C'est là-bas que ça a commencé. Oh putain, le mec a été mannequin à Los Angeles. Bah apparemment, ça a pas si bien tourné, c'est tourné en Suisse. Oui, l'amour m'a ramené en Suisse. Non, en fait, je voyageais sac à dos. J'étais en mode pouilleux. Et puis, j'ai eu l'opportunité Le mec est tellement beau que même quand il ressemble à un clodo, il est putain, you're so handsome, man. Non, quand je sortais en boîte, j'essayais quand même d'être un petit peu présentable, tu vois. Donc, backpacker avec un bon budget pour sortir en boîte à LA quand même. Oui, mais bon, c'est un backpacker suisse, quoi. Backpacker suisse en costard, quoi. Ouais, voilà. Non, mais tu sais, t'as toujours ces pop tours, là, où tu payes 30 balles. Pop crawl. Ouais, très bien, ok. Bref. Et je sors, un mec m'accoste. Alors, je voyais bien qu'il était très gay. Donc, je lui ai fait comprendre que c'était pas ma cam. Et puis il me dit non, mais je suis machin. Je suis photographe, viens chez moi. Non, il était booker. Ok. J'ai dit ok, bon, bref. On l'a fait courte. Je pars là-dedans. Et ce qui était drôle, c'est qu'en fait, du coup, c'était entre guillemets mon métier pendant un petit moment, tu vois. Et puis c'était standard de dire que t'étais mannequin. Enfin, c'est comme dire acteur, t'es à Los Angeles. Ah ok, bon, t'es lambda, tu vois. Enfin, limite, t'es un peu chiant, t'es pas original. Je reviens en Suisse. C'était pas possible de dire que j'étais mannequin, tu vois. C'était tout de suite putain, tu te la pètes, mais du coup tu te drogues, tu te fais vomir, tu te fais sodome par les photographes et ceux qui font les castings. Et puis j'étais ah ouais, ok, putain, ça change, tu vois. Et vraiment j'avais honte de le dire, j'étais pas à l'aise. Et je me suis dit ok, c'est dingue à quel point le simple fait d'avoir changé d'endroit, j'étais plus du tout aligné, j'avais plus envie de le faire limite. Parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que finalement, c'est peut-être pas un métier, c'est un métier à paillettes, c'est un truc qui n'existe pas, qui sert à rien. Et maintenant, avec du recul, je me dis, mais c'est exactement la même chose lorsque tu te lances dans ton projet. Quand dans ton entourage, les personnes ne comprennent pas, soit elles vont être curieuses, puis c'est, ah ok, cool, explique-moi. Soit c'est en mode peur, et puis, petite dédicace à mon papa si tu m'écoutes, qui va essayer de vraiment casser un maximum pour voir si réellement t'es... C'est comme... Quoi? Non, comme ça ton papa? Non, en fait, il va tester jusqu'à quel point t'as envie de le faire. Si t'es vraiment motive. Voilà. Ok. Et du coup, il va chercher un petit peu la petite bête. Et puis, dès le moment où il voit qu'en fait, tu te lances malgré tout, là, ça switch et puis il te soutient un maximum. Génial. Mais d'un côté, c'est très bien. Parce qu'il va chercher la petite bête. Tu sais, au lieu de dire, ah, génial, vas-y, suis tes rêves. Bah, en fait, lui, il va vraiment gratter. Ok, est-ce que t'as pensé à ça? Puis limite, t'as envie de lui dire, bon, arrête de me décourager. J'en ai marre, tu vois. Mais ce genre de personne, bah, ça te permet déjà de voir si réellement t'es au taquet et tu veux y aller. Donc c'est très bien. Puis t'as les troisième personnes qui n'ont pas envie de te voir réussir en fait, parce qu'ils sont là. Ça me ferait chier en fait que lui sorte. Parce que moi aussi je suis pas aligné dans mon truc, moi aussi j'ai plus de saveur dans ma vie, mais si lui y arrive, ça me fait chier. Ça veut dire que c'est possible, donc je dois arrêter de me plaindre parce qu'après ça veut dire que je dois devenir responsable. Et ouais, l'entourage, tout ça pour revenir sur le fait à quel point. Ça c'est ma question maintenant. Est-ce que toi tu t'entoures, enfin tu cherches réellement ton entourage, un entourage qui te tire vers le haut, ou naturellement ça se fait? Ou est-ce que tu tries un petit peu, tu sélectionnes les gens qui sont autour de toi? Je pense s'il y a une chose, un super pouvoir que le voyage m'a apporté, c'est l'instinct de sentir les gens. Aujourd'hui, dès que je vois quelqu'un, je vais sentir son énergie, juste à son regard, ce qu'il dégage, le visage, etc. Je sais qui il est, etc., qui est cette personne. Et j'ai longtemps eu honte
de ce super pouvoir parce que je dis mais attends mais Alex tu mets des gens dans les cases, ils t'ont rien fait et tu le catégorises déjà, tu dis non je vais pas le calculer. Et je disais merde, t'es obtus d'esprit alors que je me croyais tu vois très ouvert. Et au final à chaque fois que j'avais un mauvais feeling ça se confirmait. Ouais. Donc j'ai commencé par au final l'accepter et je le suis. Et en fait moi ça m'a toujours permis de me dire je te sens pas, tu sors. Je te sens bien, t'es éboueur, t'es président, viens. Ouais. Par contre là où j'ai toujours été pas mauvais, mais j'ai jamais fait ça intentionnellement, et c'est peut-être un tort. Vu que moi j'aime les gens bien, je prends du plaisir à passer du temps avec les gens, à n'importe quel gens bien. Mais il y a des gens bien qui ne te tirent pas forcément vers le haut. Il y a des gens super géniaux qui sont, ça fait du bien de passer du temps avec eux, parce qu'ils sont réconfortants, parce qu'ils sont marrants, etc. Mais c'est vrai que ton entourage, et ça a été prouvé scientifiquement, si tu es célibataire et que tu veux être en couple avec des enfants, il faut que tu traînes avec des couples avec des enfants. Si tu veux être fit, tu traînes pas avec des mecs qui fument des bédos devant la PlayStation. Ouais. Parce que, en fait, l'environnement te transforme. Et même si tu as une volonté de faire avec ce que j'ai eu pendant des années, ça te pompe une énergie de malade de lutter contre l'environnement pour créer ta propre réalité versus si tu vas dans ta réalité dans laquelle tu veux devenir et que tu passes du temps avec les gens qui sont en train ou qui ont déjà réalisé ce que tu veux, en fait, tu vas être un caméléon sans même t'en rendre compte. Donc l'environnement est très important. J'ai jamais choisi mes amis par rapport à ce qu'ils pouvaient m'apporter. Jamais. Aujourd'hui, je dirais que je passe peut-être plus de temps avec des gens qui ont cette direction, cette envie que j'ai envie d'avoir dans le lifestyle. Mais je passe toujours aussi du temps, et c'est important pour moi, avec les amis d'enfance parce que ça ressource, ça fait du bien, ça te met les pieds sur terre. Et surtout, attention aussi à la vie qui est aussi ce tunnel, tu sais, de je mets des œillères. Attention aussi à sortir de sa bulle des fois. Ouais. Sa bulle de privilégié, sa bulle de comment tu vois la vie. Traîner que avec des gens qui voient la vie de la même façon que toi, c'est dangereux. Bien sûr. Tu vas dans des extrêmes, n'importe quel extrême. Et même si tu crois que ton extrême il est génial, il peut devenir toxique. Et avoir même des feedbacks de mecs qui te disent tu te fais Sodome parce que ça peut. Non, mais ça fait du bien de dire ok, pourquoi il dit ça? Est-ce que moi je peux pas l'aider un peu? Est-ce qu'on peut pas échanger? Est-ce que moi finalement, est-ce que je me drogue? Est-ce que machin? Est-ce qu'il y a des trucs qui, au-delà de la blague, sont toxiques dans ma vie? Et ça fait toujours du bien d'avoir des choses extérieures. Donc non, j'ai jamais choisi les amis pour les intérêts qu'ils pouvaient m'apporter. Par contre, j'ai toujours été ultra select sur le type de personne. J'ai pas beaucoup d'amis très proches. J'ai beaucoup de connaissances sympas. Je cherche pas à avoir beaucoup d'amis, ça m'intéresse pas. Si tu passes du temps avec moi, tu verras que je suis le premier à taper la conversation avec la caissière, le serveur, le responsable, ce que tu veux. Mais pour rentrer dans ma vie, je suis plus du genre, putain mec, Yann, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Putain, ça fait 10 ans. Ah ok en fait. Je suis pas le gars genre, waouh frérot, trop bien, vas-y. Non, viens on y va. En fait, il faut que ce soit naturel, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est être ultra sélectif. Parce que et moi, tu vois, un jour, quand j'ai fait ma transition influenceur entrepreneur, j'ai créé mon propre incubateur où j'étais à Bali, j'ai réservé une villa et j'ai fait venir des potes à moi et des potes de tous les environnements sociaux et de tous les styles de vie, employés, entrepreneurs, etc. Et j'ai été très agréablement surpris de voir que quand tu rassembles les gens qui ont des mêmes valeurs, les gens y matchent. Peu importe l'âge, peu importe qu'ils viennent de cité, qu'ils soient un petit couple plan-plan, etc., ça fit, ça passe des super moments, ça s'entraide, parce que les valeurs, c'est le lien qui vraiment qui va tisser être entre les gens, qui va être ce lien fort en fait qui relie les gens. Tu vois, si tout le monde se voit quelqu'un en train de galérer et son réflexe c'est de l'aider entre guillemets, c'est des valeurs comme ça, en fait tu sais que ça va être aussi les gens qui vont mettre la main à la pâte pour débarrasser, pour rigoler, pour se faire charrier, etc. Et en fait l'environnement est ultra important. J'ai moins rarement choisi les gens avec qui j'étais de manière à ce que ça m'apporte, mais ceux qui sont dans cette démarche là, ça peut être clairement très positif. Ouais, ça me il y a la phrase cliché tu as la moyenne des 5 personnes que tu entoures le plus, qui m'avait beaucoup travaillé pendant un moment. Je me suis dit putain merde en fait est-ce que je garde ma femme ou pas? Ouais, c'est ça. Oh putain non, t'as dit oui putain, oh là 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 là, j'espère qu'elle écoute pas ton podcast. Je l'aime de tout mon cœur et puis je suis écoute pas. Lol. Non, je suis heureux qu'elle me soutienne sur tout ce que je fais, tu vois. Non, mais c'était vraiment dans les amis, en fait. C'est vrai, aucun de mes amis fait ce que j'ai envie de faire. Et j'étais tellement dans ce mood dev perso un petit peu, faut que je réécrive ma vie. Je me suis dit, ça veut dire quoi, en fait? Je dois les dégager de ma vie? Puis je t'amène, en fait, si ça m'amène énormément, c'est genre la grosse déconne, et ça, limite, c'est ma soupape, des fois, tu sais.
en mode pipi caca, on rigole et c'est très cool. Mais j'ai beaucoup sous-estimé vraiment à quel point le networking a de l'influence. Et très intéressant l'histoire de l'incubateur balinais. Enfin, je me souviens que tu avais fait ça, mais à l'heure actuelle, maintenant, quand toi, maintenant, tu as un nouveau projet qui s'offre à toi, soit parce qu'on te le propose ou que tu tombes dessus, comment tu fais finalement pour savoir, ok, je me lance ou non, en sachant que potentiellement, tu as deux projets qui sont plus ou moins similaires en termes de valeur. Comment tu fais pour te lancer maintenant? Suivre entre guillemets. Est-ce que ça t'arrive encore maintenant d'avoir l'opportunité de partir dans différents Bien sûr. Et surtout en ce moment, je suis dans une phase très particulière où le seul point de validation, c'est quand on me propose, on me pitch sur le projet ou la mission ou peu importe, soit c'est fuck yes, tu vois, genre putain mais grave, soit c'est non en fait. Ok. Parce que je suis arrivé à une phase de ma vie où j'ai la chance d'avoir atteint une espèce de contentement intérieur. Et c'est formidable le contentement intérieur parce que je pense que c'est la base du bonheur. Quand tu te contentes de rien et de peu, bah, en fait, t'es heureux de tout. Le problème du contentement, je m'en suis très vite aperçu, c'est que t'as ni l'envie ni besoin de faire autre chose vu que t'es déjà heureux comme ça. Ouais. Sauf que vu que le but de la vie c'est de faire un maximum d'expérience et que la vie n'a pas de sens si ce n'est le but de faire un maximum d'expérience, si t'es content, t'es dans le contentement et que t'as plus envie de rien faire, ta vie n'a plus de sens. Donc pour moi, je suis vraiment en ce moment en train d'essayer d'entretenir tu vois, cet état de contentement qui est pas évident, surtout quand tu es dans une société qui te dit que tu manques de tout et que tu n'es jamais là où tu dois être et qu'il te manque toujours quelque chose, de l'entretenir et de rajouter cette couche par-dessus d'amusement. Tu vois, il y a Naval Ravikant qui dit tu vois, art, beauty and happiness is doing the thing for their own sake. C'est l'art, la créativité et le bonheur, c'est arriver à faire les choses par le simple plaisir de les faire, pour le simple bonheur et l'art de les faire. Et j'en suis là en fait. Je suis actuellement là, je suis pas riche financièrement, j'ai un peu de réserve, j'ai un peu de cash qui tombe, rien de fou. Mais je prends ça et j'essaie d'avoir le courage de prendre ce temps et ce cash pour me dire dans les 6 prochains mois, je teste des choses, des projets qui ne font que me dire quand je les teste un fuck yes. Quitte à perdre de l'argent. Tu vois, j'étais faire un micro-trottoir il y a pas longtemps, je perds de l'argent. Je paye le filmmaker qui va filmer, monter, nanana. J'ai rien à gagner, si ça va pas faire des millions de vues, j'ai rien à gagner. Si ce n'est me dire, est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'en retire personnellement, professionnellement? Est-ce que je peux rebondir sur un autre concept, etc. Et inversement, il y a un gars que j'adore, qui est un super entrepreneur, qui m'a proposé de l'accompagner, de créer son personal brand, parce qu'il est zéro sur les réseaux, il voulait vraiment commencer à construire tu vois, une présence sur les réseaux, sur son secteur, qui en plus, il n'y a pas grand monde. Et j'ai commencé, j'ai dit, non, là, je le sens pas. Sur ce truc-là, pour plein de raisons, je le sens pas, donc j'ai dit non, en fait. Alors que ça pouvait être très bien payé, potentiellement avec des equity. Rationnellement parlant, c'était intéressant, quoi. Bien sûr. Et j'allais être très bien payé. Il pouvait y avoir des equity dans une partie de sa boîte. Mais j'ai dit non. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas un fuck yes, tu vois. Et comment aujourd'hui, je filtre les projets, c'est exactement ça. C'est quelle est, là en ce moment, ma volonté principale? Est-ce que ce projet-là, il est en mode yes, ça va nourrir ça? Pas ouais, ça pourrait peut-être. Et là, ma vision, c'est comment j'arrive à continuer le contentement en faisant des choses qui je les fais par simple plaisir de les faire et qui m'amusent. Ouais. Parce que la vie m'a prouvé que moi, mon mécanisme à moi, là où j'excelle et que j'ai plus d'argent que j'aurais pu même en imaginer, c'est quand je n'y pense pas à l'argent en fait. C'est quand l'argent devient un bénéfice collatéral de l'amusement profond dans lequel je suis. Et l'amusement profond dans lequel je suis, bah des fois il se perd. Et une fois que tu le perds, bah, c'est très dur de le retrouver, cette légèreté. S'il y a bien une chose, je trouve qu'on a quand on est enfant, et c'est pour ça que ça me rend triste de voir tous ces mecs à 19 ans qui lancent dans l'entrepreneuriat et qui font des millions, etc. C'est génial, mais ils perdent, je pense, un des plus grands trésors de la vie, qui est la légèreté et l'insouciance. Pour retrouver la légèreté et l'insouciance, une fois que t'as pris du stress, des responsabilités et des envies professionnelles, ça te demande une sagesse profonde et un recul sur toi et l'introspection qui est à un niveau extrêmement élevé. Parce que reproduire la légèreté et l'insouciance dans sa tête, c'est pas évident. Et là, d'une certaine façon, je sais ce que je suis en train de recréer. Ouais. Et voilà comment je choisis mes projets. Très beau. Finalement, c'est ton intuition, quoi. Dans le sens c'est pas mon intuition. Non, mais c'est pas le côté rationnel quand t'écoutes. C'est plutôt comment tu te sens, comment ton corps réagit par rapport à. C'est émotionnellement, quand on me pitch, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens que ça va être un truc qui va me faire kiffer, vibrer? Ouais, vas-y.
Et est-ce que aussi, en vrai, il y a des cases un peu factuelles qui vont potentiellement nourrir? Parce que même faire un micro-trottoir, ça n'a rien à voir avec potentiellement mon business, tu vois. Mais ça améliore ma capacité à aller à la rencontre des gens, à reprendre le micro face caméra, à redriver des filmmakers. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de contenu, tu vois. Il y a des cases qui sont cochées quand même. Du coup, la case enfant, un jour elle viendra ou Inch'Allah, hein. Bien sûr, j'espère, mais ça c'est... C'est vrai, tu te le souhaites? Non, parce qu'aujourd'hui c'est... Tout le monde pense que j'ai envie d'être célibataire toute ma life. Non, je n'étais pas célibataire. Je pense que ce serait un de mes plus gros échecs de ma vie, ce serait de ne pas arriver à être heureux en couple et de ne pas avoir d'enfant. Ok. Je pense que tout le monde dit ouais, mais dans le monde... Okay. Non, mais je pense que la beauté de la vie, c'est de créer un être qui est la fusion de ton amour et d'y injecter tes valeurs et de tout ton apprentissage. Et le principe de ce que je vois quand même en étant parent, c'est de te dire, moi je suis allé jusque-là dans tout ce que j'ai capté de la vie, bah moi je t'amène déjà jusque-là et toi tu démarres là en fait. Ouais. Et toi tu vas devenir un être qui est 10 fois meilleur que moi potentiellement. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, le monde il est clairement dans la merde, d'accord ? C'est clairement pas moi qui vais le sauver. J'ai trop un pied dans les années 90 où ça crame tout et un pied aujourd'hui où je me dis, putain je vais faire des trucs, mais je suis tiraillé. Les gens qui sauveront la planète, c'est des gens qui nous regarderont en disant, les gars, vous chiez dans de l'eau potable ? Vous êtes sérieux les gars ou comment ça se passe ? Enfin, vous étiez mongol à l'époque, comment ça se passe ? D'accord. Et il y a que la nouvelle génération qui va arriver dans ces conditions-là, qui aura le recul et qui seront des mecs de la Renaissance qui regarderont les mecs du Moyen-Âge en disant waouh, eh ben on a bien fait d'arriver là parce que là, il était temps de faire des peintures et de se laver, tu vois ? Bah c'est ça. Ouais. Et je pense que tu vois, si tu fais un enfant, bon bah la population, tu vois, ta population mondiale, elle va pas exploser, elle peut même décroître. Bien sûr, ouais. Et pourtant, tu crées une génération de sauveurs. Et j'adorerais ça. Ah, bah ça fait plaisir à entendre. Non, je peux. Ah bon, vraiment, ça fait plaisir. Pourquoi tu t'inquiétais pour moi ? Tu voulais me filer un bébé ou quoi ? T'as des meufs en vue ? Ouais, non, mais justement, parce que ouais, des meufs en vue ? lorsque Vas-y, on s'en j'ai parle, dit que je venais t'interviewer, j'ai quand même eu 2 personnes qui m'ont demandé de te caser avec. Ah, carrément. On en parlera après. Après, si c'est Thérèse, 57 ans, moi j'aimerais encore avoir des enfants. Hein. Non, justement. Ok. Bon, il y a une des deux, justement, elle dit ça irait pas parce qu'on est 2 free spirits. Donc j'ai dit, Ok, voilà, on est carrément, je suis tombé dans un speed dating fantôme, quoi. C'est là, ce qui se passe. En fait, je me fais recruter et gicler en même temps à l'espace de 10 secondes. c'est ça, voilà. Non, je lui dis chiard, t'as même pas testé que. Bref, passons, c'est un autre sujet, on en parlera off. Mais Ok. non, c'est intéressant, bon, parce que c'est une vraie question. Hein. Les gens maintenant, c'est entre guillemets acceptable de dire je ne souhaite pas d'enfant. Enfin, Bien c'est sûr, quelque chose qui, heureusement. à l'époque, on était là. Mais tant mieux, en fait. Ouais, clairement. Je vois pas le problème, en fait. Ouais. Je regarde juste là. Ouais. Et par rapport à ça maintenant, comment tu te sens, étant donné que tu as beaucoup voyagé, tu as testé plein de trucs On parle de quoi, là, du coup, là ? Quand tu dis j'ai testé plein de trucs, putain. Yann, Non. hey, Restons les Suisses dans le politiquement correct les et Suisses- neutre. Ce que je veux dire, les Suisses sont neutres et politiquement corrects, mais Non, dans un place petit quand même peu neutre. cool. C'est parce que j'ai voyagé, ok. tu vois. Maintenant, j'ai quelques quelques inputs de quelques cultures. Enfin, bref. Est-ce qu'à un moment, je me posais la question quand j'analysais un petit peu Tu te poses beaucoup ta de vie. questions, toi. Ouais. Je t'ai dit très curieux. Ah non, j'adore me poser des questions. Je me disais, ok, est-ce qu'au bout d'un moment, tu vois, le voyage, j'adore voyager, mais au bout d'un moment, je sentais que j'avais besoin de retourner à mes racines. Si ce n'est qu'à un moment pour encore mieux repartir. Toi, finalement, t'es beaucoup parti, t'as testé, t'as créé ton métier d'influenceur voyage, t'es parti dans l'entrepreneuriat, t'es un petit peu revenu en arrière, comme j'ai pu voir, dans le sens en termes de, t'avais beaucoup recruté, maintenant vous êtes plus que Pete et toi, sans faire voir. C'est vrai. Est-ce qu'au bout d'un moment, t'en as pas, est-ce que là, maintenant, t'aurais envie de te poser? Comment ça se passe pour toi? Bien sûr. Mais quand je dis poser, c'est pas forcément avoir des enfants, etc. Mais est-ce que tu arrives à avoir, après toutes ces années à vadrouiller, est-ce que tu arrives à avoir un endroit où tu te sens chez toi, où tu te sens bien? Je pense en fait, le chez toi, c'est. Comment dire ? C'est quand même un cocon mental, tu vois. En fait, un chez toi, ça peut être dans les pires conditions comme dans les meilleures. C'est dans un endroit où il y a des émotions, tu vois, qui sont connectées au fait de bien-être, du calme, de la détente, du relâchement, de la protection, de la sécurité. Et je pense qu'inconsciemment, ce chez moi sera peut-être avec quelqu'un que je vais le construire, tu vois. Ce sera pas forcément un lieu précis qui coche des cases, c'est plus un lieu qui fait que pour être avec cette personne-là, on va aller là, en fait. Ouais. Et je m'en suis rendu compte. Medellín, où j'y viens de passer 1 an, ouais, je me sens clairement à la maison, j'adore, il y a tout ce que j'aime dans ce pays, en plus de cette ville, clairement. Je suis revenu là à Paris parce que, à la base, je revenais juste quelques jours ou quelques semaines
parce que je m'étais mal démerdé sur les visas et je comptais repartir. Et puis en revenant là, je me suis dit waouh, il y a peut-être un moment où j'ai, comme tu dis, besoin de me reconnecter à mes racines, mon pays, la francophonie, avec toutes ces subtilités qui font du bien, qui rendent la vie plus facile. Et peut-être que ça va me permettre, tu sais, quand les choses sont plus faciles, ça te demande moins d'énergie, tu peux démultiplier, dédupliquer tout ce que tu es en train de faire en fait. Peut-être tu peux booster ton chiffre d'affaires, booster tes connexions. Et c'est là, je suis exactement en train de faire ça, tu vois. Me dire, là, je suis en train de me réancrer. Et je ne fais pas l'erreur que la plupart des gens font, c'est de se dire, quand tu fais un choix, c'est éternel. C'est la plus grande connerie. Et peu importe le choix, en fait. À part peut-être une vasectomie, mais ça... et on encore, peut revenir en arrière. Hein. Je crois qu'on peut même, tu vois. Sûr, ouais. Donc même ça, t'imagines. Et en fait, moi, je me dis, là, je reviens à Paris. J'ai pris 3 mois pour voir si c'est vraiment quelque chose qui fait du sens et me réinstaller longtemps. Et peut-être que ça va être 1 an. Et cette année est nécessaire dans ma vie pour me réancrer et créer peut-être un chez moi, trouver quelqu'un avec qui je peux partager ma vie. Et peut-être qu'une fois que j'aurai recréé ça et peut-être remis à plat aussi mon business, que c'est ce que je suis en train de faire, et ben ça fera du sens d'aller ailleurs, qui sera un autre chez moi, tu vois. Et il faut jamais oublier que un chez soi, un business, une compétence, un boulot, il faut pas avoir peur d'en changer par rapport à qui on est en train de devenir. Donc là, oui, j'ai besoin de me réancrer. Tu sais quoi, je viens à Paris, je viens là où j'ai passé 10 ans, là où ça m'a vu justement éclore professionnellement, là où ça a été aussi le tremplin qui m'a donné envie, tellement j'en ai eu marre de Paris, de partir en tour du monde, je reviens là-dessus. Et c'est essentiel. Faut pas avoir honte de revenir en arrière. C'est la plus grosse connerie d'ego de se dire... C'est comme si moi, quand j'avais fait mon tour du monde, j'étais cadre et tout, je reviens, j'avais pas voulu dormir dans le salon des potes sur un matelas par terre dans le salon à 27 piges. Parce que ça m'a permis d'avoir l'humilité et les économies que je dépensais moins pour pouvoir devenir influenceur voyage. Versus garder mon standing de cadre et trucs et de dépenser et que les gens ils me voient, et tu sais, ils me voient un peu, ils me voient galérer, ils vont pas, j'aurais peut-être pas osé. Si. Retourne des fois chez tes parents, retourne chez ton meilleur pote, va manger ton caca, c'est pas grave. Parce que ce moment-là, il va peut-être te frustrer et t'apporter l'humilité dont tu auras besoin pour réussir juste derrière. Ouais, très bien dit. Bon, mon chou, on arrive gentiment vers la fin. Par contre, j'aimerais savoir encore quelle est Déjà, merci beaucoup pour cet échange. Avec très plaisir. constructif. Un petit peu à la fraîche, j'avais envie de suivre un petit peu l'intuition. Quelle est la dernière chose que tu as osé faire et qui te demandait justement beaucoup de courage? Tu t'es dit... où j'étais un peu gêné? Ouais, ou vraiment ça te faisait peur. Peur, gêné. Il y en a une, j'en ai fait une ce midi tout à l'heure. Ouais, c'était quoi? On ose savoir? Hein? On ose... Bien sûr, aucun problème. J'étais avec un pote, j'étais en train de faire un déjeuner et je discutais d'audace, tu vois. L'audace, qu'est-ce que l'audace peut t'apporter finalement? Est-ce que l'audace peut tout apporter? Et l'audace, il y a toujours une partie de... faut pas confondre l'audace et l'impertinence. L'impertinence, il y a un côté supérieur. Et en fait, j'ai dit pareil, parce que je disais, il y a le mec qui venait de se faire servir des frites à côté, tu vois. Un vieux, tu vois, un daron, tu sens que le mec il pèse, ça va être un CEO dans une belle brasserie côté Gare de Lyon. Et j'étais là en mode, je dis putain, en vrai, j'ai trop envie de lui gratter une frite, tu vois. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'il y a de mieux quand tu vois des frites et que toi t'en as pas à ta table d'aller prendre une frite, tu vois. Il me fait, mais arrête et tout, genre, mais en vrai, j'ai jamais fait ça de ma life. Je m'en fous. Je fais, excusez-moi. Je suis en train de parler d'audace, je vois vos frites, vous les avez pas encore touchées, j'adorerais prendre une frite. Est-ce que je peux prendre cette frite-là? Il fait, allez-y. Et j'ai pris la frite, tu vois. Et tout s'est bien passé. Et il a fait un énorme sourire et je l'ai remercié en partant. Et au final, ça fait même une belle interaction. Ouais. Et potentiellement, t'aurais pu créer un contact avec lui, quoi. Mais si tu veux, ouais. Mais en plus, après, derrière, tu sais pas. Ça se trouve, c'est un CEO qui, peut-être, a trouvé que justement... T'as eu de l'audace, mais de la belle façon, sans être le roquet, là, un peu pédant, mais qui te trouve, c'est super, belle zone, belle façon, et qui en fait, tu discutes, ça échange, et en fait, ça se trouve, il va te proposer un job. Tu sais pas où ça peut te mener. Ouais. Génial, c'était un très bon exemple. Je pensais pas que tu allais en avoir un si proche dans le temps. Donc je me réjouis d'aller boire un verre avec toi, puis de tester mon audace. Bien sûr, Samantha, avec pas de problème. Vu que je suis conquise. Bon Alex, merci infiniment pour cet échange. En tout cas, je pense que si on doit retenir des choses, c'est le fait d'oser, passer à l'action, ne pas avoir peur de faire différemment et d'être un ovni ou un sorcier. Soyez un sorcier. Soyez un sorcier, ça c'est très intéressant. Donc ouais, top, merci infiniment. Avec plaisir. Puis merci pour tes good vibes. On clap, 1, 2, 3...